Il existe un moment silencieux, presque imperceptible, qui précède toute manipulation. C'est l'instant où l'esprit de l'autre personne se penche, sans s'en rendre compte, vers un piège tissé de mots. La question paraît anodine, innocente, voire cordiale. Mais derrière cette simplicité se cache le fil d'un filet invisible, tendu avec une précision millimétrique sur le champ psychologique. Et quiconque ne perçoit pas le danger est déjà pris au piège avant même d'avoir répondu. Carl Jung disait que les symboles les plus dangereux sont ceux que nous croyons comprendre. Il en va de même pour les questions. Les plus perfides sont précisément celles qui sonnent familières, humaines, anodines. Mais c'est là que se dissimulent les jeux de pouvoir les plus profonds. Imaginez une pièce ordinaire, une conversation banale, un échange de regards anodins. Soudain, quelqu'un demande « Pourquoi es-tu si nerveux ?» Le son semble inoffensif, mais la vibration est subtilement accusatrice. À cet instant, quelque chose en vous éveille le besoin de vous justifier, de prouver votre innocence face à une culpabilité inexistante. Et le plus cruel, c'est qu'en répondant, vous acceptez déjà le rôle de l'accusé. La question ne cherche pas à savoir ce que vous ressentez. Elle vise seulement à redistribuer les pouvoirs. C'est une graine semée dans l'inconscient, destinée à germer et à faire naître le doute. Le manipulateur n'a pas besoin de vous convaincre de quoi que ce soit. Il lui suffit de vous faire douter de vous-même. Carl Jung interpréterait cela comme un mouvement des ombres. L'ombre est rusée. Elle n'a pas besoin d'agir directement. Il lui suffit d'insinuer. La véritable domination ne se produit pas lorsqu'on vous force à croire en quelque chose, mais lorsqu'on vous amène à douter de votre propre perspective. C'est alors que commence l'exil intérieur, celui où l'on cesse d'être au centre de sa perception pour se retrouver en marge des opinions d'autrui. Quand quelqu'un vous fait ressentir le besoin d'expliquer ce qui n'a même pas besoin d'explication, il a déjà commencé à réécrire votre réalité. Ces questions, dissimulées sous un vernis de curiosité, sont utilisées depuis l'aube des relations humaines. Elles sont des miroirs déformés de l'âme, de subtils instruments de manipulation émotionnelle. Tu ne me fais pas confiance? Par exemple, voici l'une des plus ingénieuses. Elle ne cherche pas de réponse, mais la capitulation. Elle force l'autre à choisir entre soumission et culpabilité, entre naïveté et solitude. L'esprit vacille, le cœur hésite. La question crée un faux dilemme, un terrain où toute réponse équivaut déjà à un échec. Et le manipulateur le sait. Il n'a pas besoin de crier ni d'imposer sa volonté. Il lui suffit de sourire et d'attendre que vous vous laissiez prendre au piège du labyrinthe du doute. Jung dirait peut-être que c'est à ce moment précis que l'inconscient collectif se manifeste de toute sa force. Il ne s'agit pas simplement d'une interaction entre deux personnes. C'est un écho archétypal du pouvoir et de la soumission, du prédateur et de la proie, du mentor et du disciple. C'est le conflit éternel entre la conscience qui cherche à rester entière et l'ombre qui tente de la dissoudre. Toute manipulation psychologique est, en fin de compte, une lutte entre la lumière et l'inconscience. Et chaque fois que nous cédons, nous renforçons l'ombre qui nous observe en silence, guettant le moindre moment de faiblesse pour agir à nouveau. Mais comment reconnaître la voix de l'ombre? Comment distinguer la question qui cherche à comprendre de celle qui aspire à contrôler? C'est là que commence la sagesse, non pas en sachant quoi répondre, mais en sachant quand se taire. Le silence conscient est une épée invisible. Il tranche la toile de la manipulation avec la même subtilité qui a permis de la tisser. Face à la provocation, le sage ne recule pas, mais ne réagit pas non plus. Il observe. Il demeure au centre de son être, là où le doute ne peut l'atteindre. Carl Jung disait que le silence est l'espace où l'âme respire, et c'est dans cet espace que la liberté est retrouvée. L'esprit manipulateur craint le silence car son pouvoir s'y dissipe. Sans votre réaction, il est impuissant. Toute manipulation a besoin d'une scène, et cette scène, c'est votre réponse. Lorsque vous vous taisez, le spectacle s'arrête. Mais ce silence n'est pas une fuite, c'est une force. C'est le refus de participer à ce jeu invisible de manipulation émotionnelle. C'est la reconnaissance qu'il n'y a rien à prouver. La personne sage ne répond pas à la provocation car elle sait que chaque mot donné au manipulateur devient matière première pour une nouvelle distorsion. Il existe cependant un piège encore plus profond. Il ne réside pas dans les paroles d'autrui, mais dans les nôtres. C'est la tentation de vouloir nous justifier, de vouloir convaincre le monde de la pureté de nos intentions, de la légitimité de nos émotions. C'est cette voix intérieure qui murmure « Je dois me défendre ». Jung appelait cela une projection.
le fait de placer à l'extérieur de nous-mêmes le combat que nous devrions mener à l'intérieur. Chaque fois que nous essayons de corriger l'image que les autres ont de nous, nous perdons un fragment d'autonomie. La véritable intégrité ne réside pas dans le fait d'être compris, mais dans le fait de rester entier, même lorsque nous sommes mal compris. Alors, que faire face à ces questions déguisées en intérêt? La réponse réside dans la clarté. Il faut voir le jeu avant qu'il ne commence, percevoir les mouvements émotionnels avant qu'ils ne vous submergent. Quand quelqu'un vous dit « Pourquoi es-tu si nerveux ?» répondez calmement « Je vais bien » et recentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Quand quelqu'un vous provoque avec « Tu ne me fais pas confiance ?» répondez avec votre vérité intérieure « Je fais confiance à ce qui est cohérent » et rien de plus. Il ne s'agit pas d'arrogance mais de maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de vaincre les autres, mais de ne pas se perdre soi-même. L'humanité a toujours cherché à échapper à la manipulation, mais rares sont ceux qui réalisent qu'elle prend racine en nous. Le véritable manipulateur est cette part de nous qui accepte le rôle de victime, qui se nourrit du besoin d'être compris, aimé ou approuvé. Tant que cette part nous gouverne, le moindre mot extérieur peut nous piéger. Jung parlait de la nécessité d'intégrer notre part d'ombre, non pas de la rejeter, mais de la reconnaître. Ce n'est qu'en découvrant le manipulateur intérieur que nous pouvons nous libérer des manipulateurs extérieurs. Car celui qui maîtrise sa propre part d'ombre ne peut plus être maîtrisé. C'est peut-être pour cela que le monde moderne, si bruyant, est si vulnérable. Chacun aspire à être entendu, mais rares sont ceux qui s'écoutent. Nous courons après l'approbation, les explications, la validation, et dans ce mouvement incessant, nous laissons la porte ouverte à toute voix, aussi vaine soit-elle, pour nous guider. La manipulation prospère sur le terreau de l'insécurité, et l'insécurité naît de la déconnexion avec son propre centre. Le premier pas vers la reconquête de son pouvoir n'est pas d'affronter l'autre, mais de se redécouvrir dans le silence de son être. Carl Jung enseignait que l'individuation, ce processus qui nous permet de devenir pleinement nous-mêmes, exige le courage d'explorer la solitude intérieure, car c'est seulement là que nous pouvons entendre notre voix originelle, celle qui n'a pas besoin de se justifier. Lorsque vous découvrez cette voix, aucune question ne vous emprisonne, aucune provocation ne vous ébranle. Le manipulateur aura beau essayer, il ne trouvera en vous qu'un miroir serein, où ses intentions se dissolvent sans résistance. C'est à ce moment précis que l'âme se libère, non par la fuite, mais par la lucidité. Et c'est précisément à ce moment que le chemin se rétrécit, car, libéré des questions extérieures, l'esprit s'ouvre aux questions intérieures, et ce sont celles-ci, celles qui jaillissent des profondeurs de l'âme, qui exigent de véritables réponses. Celles posées non par autrui, mais par l'inconscient lui-même, appelant à la transformation. Dans le silence qui suit le match, surgit la question que nul autre ne peut poser à votre place. Qui est le véritable moi, derrière toutes ces voix qui répondent? Cette question n'est pas un piège, c'est un portail. Le franchir est le premier pas vers l'avenir. Il y a des questions qui ne cherchent pas de réponse, mais seulement à rouvrir des plaies. Que me caches-tu? En est une. Elle ne découle pas d'un désir de comprendre, mais d'un besoin de dominer. Son intention n'est pas de révéler la vérité, mais d'éroder votre droit au silence. Le manipulateur qui la pose se pare des atours de la curiosité, mais son regard est celui de quelqu'un qui veut envahir votre intimité. Il ne demande pas l'accès à votre âme, il l'exige. Et lorsque vous cédez, lorsque vous commencez à vous expliquer, à vous justifier ou à vous défendre, il est déjà entré. La porte n'a pas été forcée. Vous l'avez ouverte vous-même, croyant simplement faire preuve de transparence. Mais la transparence imposée n'est pas une vertu, c'est une capitulation. Ce piège se répète dans les foyers, les amitiés, les relations qui feignent l'amour. Il se produit lorsqu'on vous dit « Si tu n'as rien à cacher, pourquoi ne me le montres-tu pas ?» La phrase semble logique, voire moralement supérieure, mais c'est là que réside le poison. On confond intimité et culpabilité, et silence et mensonge. Peu à peu, on commence à avoir honte de préserver ce qui nous appartient. Notre esprit devient un territoire envahi. Et le plus douloureux, c'est que cette invasion se produit avec notre consentement, malgré nos bonnes intentions. Vouloir prouver son honnêteté devient notre propre prison. Carl Jung enseignait que ce que nous nions en nous-mêmes nous revient à travers le regard d'autrui. Le manipulateur, en cherchant à vous soutirer votre vérité, projette en réalité sa propre peur. Il craint son opacité
et cherche la lumière à l'extérieur, car il ne supporte pas l'ombre qu'il porte en lui. C'est pourquoi ceux qui accusent tant sont souvent ceux qui dissimulent le plus. Dans l'inconscient, l'âme perçoit ce miroir et tente d'alerter un léger malaise, le sentiment que quelque chose cloche. Mais, aspirant à la paix, l'esprit rationnel ignore cet avertissement. Et le cycle se referme. Vous livrez votre secret à ceux qui n'ont pas les yeux pour le comprendre. Je me souviens d'une scène banale, de celle qui pourrait se produire dans n'importe quel foyer. Une femme ouvre le téléphone portable de son compagnon pendant son sommeil, non pas parce qu'elle détient des preuves, mais parce que le doute est devenu insupportable. Il se réveille, déconcerté, et lui demande « Pourquoi fais-tu ça ?» Elle répond, tremblante « Je veux juste savoir la vérité. » Il tente de s'expliquer, de la rassurer, d'être transparent, et plus il parle, plus elle sent qu'on lui cache quelque chose. Le contenu des mots importe peu, car le jeu est déjà lancé. La suspicion a besoin d'être alimentée, et chaque explication sert d'appât. Au final, il n'y a ni coupable ni victime. Seulement deux consciences dominées par l'ombre, l'une réclamant l'intrusion, l'autre cédant par peur de perdre. Jung dirait que tous deux sont prisonniers de la même projection. L'un tente d'envahir l'autre car il a perdu le contact avec son propre centre. L'autre se laisse envahir car il croit que l'amour se mesure à l'aune de l'exposition. Or, l'amour véritable est cet espace sacré où le mystère est respecté. Aimer quelqu'un, c'est accepter qu'il existe en lui des aspects qui ne nous appartiennent pas. Seuls ceux qui se connaissent suffisamment bien sont capables de ne pas exiger une transparence totale. La confiance ne naît pas de la surveillance, mais du silence partagé. En apparence, la manipulation semble se résumer à une simple question de communication. Mais au fond, elle touche aux racines les plus profondes de l'âme. Celui qui demande « Que caches-tu » active un archétype ancestral, celui de l'inquisiteur qui craint l'obscurité, et celui qui répond, avec crainte, réveille l'archétype de l'innocent qui se sent contraint de prouver sa pureté. Cette danse psychique, répétée depuis des millénaires, maintient l'humanité prisonnière de la culpabilité et du contrôle. Et tant qu'elle se répète, la véritable sagesse demeure oubliée, celle qui sait qu'il existe des secrets qui préservent l'équilibre de l'être. Imaginez maintenant une autre scène. Un homme marche dans une rue déserte, la nuit. Il tient un carnet à la main, contenant des notes qu'il n'a jamais montrées à personne. Ce sont des confessions, des peurs, des rêves et des symboles qu'il tente encore de déchiffrer. Soudain, une voix s'approche. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Il hésite. Il pourrait le montrer. Après tout, écrire n'est pas un crime. Mais il sait que s'il ouvre ce carnet, son âme perdra quelque chose d'irrémédiablement perdu. Alors il sourit et répond, juste des mots. Et il continue son chemin. Par ce simple geste, il préserve non seulement son intimité, mais aussi son identité même. Car ce qui est contenu dans le carnet n'a pas besoin d'être compris. Il a besoin d'être vécu. Cet homme incarne le soi décrit par Jung, le centre invisible de la psyché, gardien du sens intérieur. Tout ce qui vous manipule cherche à vous arracher le carnet des mains. Tout ce qui vous libère vous apprend à le tenir sereinement. L'ombre tentera toujours de lire vos pages. La conscience doit apprendre à dire non, calmement, sans colère, sans peur. Il n'y a rien de mal à préserver l'invisible. Le secret n'est pas le refuge du mal, mais le berceau du mystère. Et c'est en lui que l'âme se fortifie. Mais il y a un détail que peu de gens remarquent. Le manipulateur n'est pas toujours extérieur. Parfois, c'est une voix intérieure qui demande « Que te caches-tu à toi-même » Et c'est la question la plus dangereuse de toutes, car elle divise la conscience. Une partie observe, l'autre se cache. L'une aspire à la lumière, l'autre craint la clarté. Et au cœur de ce combat, les symptômes apparaissent. Anxiété, culpabilité, insomnie, fatigue inexpliquée. Ce sont les messages codés de l'inconscient, qui tentent de révéler ce qui a été trop bien enfoui. Ce même esprit qui ne supporte pas d'être envahi, ne supporte pas non plus de porter tant de secrets. Jung disait que l'inconscient ne pardonne pas les mensonges intérieurs. Il exige des réponses, même silencieusement, jusqu'à ce que la vérité soit reconnue. Mais reconnaître ne signifie pas avouer. Il n'est pas nécessaire de tout dire à tous. Il suffit de laisser la lumière éclairer ce qui est déjà mûr pour émerger. Le reste doit demeurer dans l'ombre, là où germent les racines de l'être nouveau. C'est dans cet espace secret que la transformation s'opère, et toute tentative de révélation prématurée est un avortement de l'âme. Par conséquent,
Lorsqu'une personne vous met la pression avec des questions indiscrètes, observez non seulement l'autre personne, mais aussi vous-même. Question. Pourquoi cela me touche-t-il autant? Parfois, la peur d'être accusé révèle une part de soi non intégrée, une partie qui cherche encore l'approbation. Le manipulateur extérieur ne fait qu'éveiller le manipulateur intérieur. La guérison commence lorsque nous cessons de réagir et que nous entamons la compréhension. Puis une autre question surgit, plus subtile, plus venimeuse. Te crois-tu supérieur aux autres? Elle est le prolongement naturel de la précédente, un coup porté non pas au secret, mais à la dignité. Cette phrase résonne lorsque l'on commence à poser des limites, lorsque la conscience commence à dire « ça suffit ». C'est l'ultime tentative de l'ombre pour vous replonger dans le domaine de la culpabilité. Car au fond, rien ne menace plus le manipulateur que celui qui refuse de justifier sa propre tranquillité. Mais que se passe-t-il lorsque cette question est posée par un être cher, lorsqu'elle est posée avec les larmes aux yeux, lorsqu'elle sonne comme un cri de désespoir plutôt que comme une accusation? Le cœur vacille, les limites et la compassion s'estompent. C'est à ce moment précis que le chemin psychologique se mue en chemin spirituel. Jung dirait que c'est là que l'âme est mise à l'épreuve, lorsqu'elle doit être ferme sans être dure, lorsqu'elle doit aimer sans s'anéantir. C'est l'instant où l'on découvre que la liberté n'est pas la solitude, mais l'intégrité. Et c'est précisément dans cet instant de conflit que quelque chose se transforme. La question ne blesse plus de la même façon. Vous l'écoutez, vous respirez, et vous reconnaissez l'écho de l'ombre qu'il a prononcé. Il n'est plus nécessaire de réagir. Vous comprenez que l'autre personne ne fait que refléter la peur d'être oubliée, la terreur de ne pas être à la hauteur. Et alors, au lieu de répondre, vous restez simplement présent. Cette présence silencieuse est ce qui brise le cycle. Car la véritable sagesse ne réside pas dans la défaite du manipulateur, mais dans la dissolution du besoin de jouer. À chaque mot tu, à chaque secret préservé sans culpabilité, l'âme retrouve une part de sa force originelle. L'intimité cesse d'être une défense et devient un sanctuaire. Et au sein de ce sanctuaire, une nouvelle conscience commence à naître. Mais il y a plus, quelque chose que l'œil ordinaire ne perçoit pas. Lorsque l'esprit cesse son conflit avec l'autre, l'inconscient ouvre une nouvelle porte. Et de l'autre côté, une voix nouvelle émerge, plus profonde, plus ancienne. Elle ne demande ni ce que vous cachez, ni ce que vous craignez. Elle murmure simplement « Es-tu prêt à voir ce qui a toujours été caché en toi ?» Cette voix n'appartient pas au manipulateur, elle appartient à l'éveil. Et le voyage est sur le point de commencer. Il existe des questions qui blessent non par la force, mais par la subtilité. Te crois-tu supérieur aux autres? En est une. Elle surgit dès l'instant où l'on commence à tracer son propre chemin. Lorsque notre intégrité devient trop dérangeante pour ceux qui vivent encore dans le réflexe collectif. Elle est posée avec un demi-sourire, comme pour feindre l'humilité. Mais son but est ancestral, briser notre cohérence. Cette question naît de la peur, non pas la vôtre, mais celle que ressent l'autre face à quelqu'un qui refuse de suivre la même voie. Quand on vous accuse de vous croire meilleur, ce qu'on vous dit en réalité c'est « ta liberté me dérange ». Carl Jung disait que l'individuation, le processus de devenir soi-même, est solitaire car le monde craint l'authenticité. L'âme éveillée trouble la foule endormie. Lorsque l'on décide de suivre sa propre vérité, on réveille inévitablement l'ombre de ceux qui préfèrent demeurer dans des certitudes héritées. Et c'est alors que surgissent des voix déguisées en morale. Pour qui te prends-tu pour t'en aller comme ça? Ou pourquoi ne peux-tu pas être comme les autres? Ces questions ne cherchent pas de réponse, elles exigent la soumission. Elles veulent vous ramener au confort du collectif, où penser par soi-même est un péché et l'obéissance une vertu. Mais l'esprit libre ne se conforme pas à ce moule. Il paie le prix de la différence. Et c'est à ce prix que la conscience s'épanouit. La véritable erreur n'est pas de cheminer seul, mais de renoncer à son propre centre pour plaire au regard des autres. Combien de fois avez-vous dissimulé une conviction par peur de paraître arrogant? Combien de fois vous êtes-vous rabaissé pour gagner l'affection de quelqu'un qui ne pouvait supporter votre pleine lumière? Et si la peur de paraître arrogant n'était que le reflet de votre difficulté à vous accepter pleinement? La manipulation par la honte est peut-être la plus insidieuse de toutes. Elle ne vous contraint pas, elle sème seulement le doute. Peu à peu, vous finissez par croire qu'avoir des principes signifie être rigide, qu'avoir des convictions signifie être arrogant. Ainsi, le manipulateur triomphe sans avoir à hausser la voix. Il vous persuade d'échanger votre authenticité contre l'approbation.
Mais cette approbation achetée est un pacte avec le vide. Plus vous essayez de vous adapter, moins vous vous reconnaissez. Le prix de l'approbation est toujours la mutilation de soi. Jung y voyait un mouvement de répression symbolique. Lorsque l'âme renonce à son essence même pour maintenir les liens, elle projette ses forces inassouvies sur autrui. La personne docile, qui craint de s'affirmer, finit par attirer précisément ceux qui abusent d'elle. Le destin psychologique est mathématique. Ce qui n'est pas exprimé se manifeste à travers un miroir. Et chaque fois que vous vous excusez d'exister pleinement, vous renforcez la domination invisible qui vous entoure. Mais il y a plus profond. Quand on vous demande si vous pensez être meilleur, l'inconscient collectif fait écho à un mythe ancien, celui de l'ange déchu qui osa briller de trop fort. Depuis la nuit des temps, on nous a appris à craindre notre propre lumière, comme si toute brillance était présomption. Or, Jung nous a rappelé que nier sa propre lumière est aussi destructeur que nier sa propre ombre. L'âme qui s'éteint pour ne pas offenser le monde se trahit elle-même. Qui a décidé que l'humilité signifiait se cacher? Qui a décrété que la vertu résidait dans l'obscurité? En vérité, la véritable humilité naît de la reconnaissance de sa propre grandeur sans besoin de l'afficher. Ce n'est pas l'orgueil qui mène à la ruine, mais l'illusion. La personne authentiquement humble ne nie pas sa propre valeur, elle la met simplement au service des autres. Elle sait qui elle est, mais n'a pas besoin de le prouver. Cette sérénité est insupportable pour ceux qui vivent dans le mensonge. C'est pourquoi le monde cherche à semer le doute chez les personnes intègres quant à leur pureté. Il existe une vieille histoire qui illustre parfaitement cela. Un homme traversait un village où personne ne se distinguait. Tous portaient les mêmes vêtements, parlaient de la même façon, pensaient de la même manière. Un jour, il décida de chanter. Sa voix était différente, libre, vivante. Les villageois se rassemblèrent et l'interpellèrent. « Qui es-tu pour chanter plus fort que tout le monde ?» Il répondit « Je ne suis pas meilleur, je refuse simplement de me taire. » Et il continua de chanter, même seul. Au début, on se moqua de lui, puis on le craignit, et finalement on commença à l'imiter. Car ce qui est authentique éveille toujours le désir d'y revenir. Jung disait que l'inconscient est un cœur, et que chaque âme est une note unique. Lorsqu'une de ces notes se tait par crainte de dissonance, l'univers entier perd une partie de son harmonie. Mais que faire lorsque la honte se déguise en amour? Lorsqu'un proche vous dit « Tu as changé, tu es différent, tu n'es plus le même », l'esprit vacille, le cœur se défend. Vous commencez à vous justifier, à tenter de prouver que vous êtes toujours une bonne personne, toujours accessible, toujours le même. Et c'est là que vous vous perdez. Car grandir, c'est changer. La métamorphose est toujours perçue comme une trahison par ceux qui craignent d'évoluer. Le problème ne viendrait-il pas du fait que ce n'est pas vous qui avez changé, mais plutôt l'attachement de l'autre personne à votre ancienne version? C'est à ce moment précis que l'âme doit choisir entre l'appartenance et la vérité. Appartenir au groupe procure du confort. Être vrai, c'est vivre dans la solitude. Mais la solitude qui naît de l'authenticité est fertile. D'elle jaillit la connaissance de soi. La solitude imposée par la manipulation, en revanche, est stérile. C'est le désert de l'exil émotionnel. La première forme de solitude guérit, la seconde rend malade. Savoir les distinguer est l'un des grands enseignements spirituels. Carl Jung a comparé ce processus au voyage du héros mythologique qui descend aux enfers non pour fuir la vie, mais pour retrouver une part oubliée. Le héros authentique ne se soucie pas de paraître bon ou mauvais, juste ou injuste. Il aspire à la plénitude. Et ceux qui recherchent la plénitude seront inévitablement incompris par ceux qui vivent de manière fragmentée. Ce qui est curieux, c'est que plus vous vous libérez, plus les autres tenteront de vous contredire. C'est le dernier recours de l'ombre collective. Transformez votre lucidité en arrogance, votre autonomie en menace. Et si vous cédez, vous perdez tout ce que vous avez acquis. C'est pourquoi la personne sage répond calmement « Je ne me considère pas comme supérieur, je suis simplement le chemin qui me convient ». C'est une réponse simple, mais elle recèle toute la puissance de la maîtrise de soi. Mais, et si ce calme était interprété comme de la froideur? Et si le silence était perçu comme du mépris? C'est là l'ironie du cheminement intérieur. Plus on s'ancre en soi, plus le monde nous accuse d'être distants. C'est inévitable. La sérénité paraît arrogante à ceux qui ne connaissent que le bruit. Et dans cet éternel malentendu, le chercheur doit apprendre à rester fidèle à lui-même, même quand le monde le juge étrange.
L'intégrité est une forme d'amour que les autres ne comprendront que lorsqu'ils s'éveilleront eux aussi. Il arrive un moment où la manipulation ne peut plus vous atteindre. Lorsqu'elle tente de vous atteindre, elle ne trouve que le reflet serein de votre regard. Ce moment est le germe de la liberté. Mais il exige du courage. Le courage de ne pas s'excuser d'être lucide. Le courage de rester bienveillant sans se soumettre. C'est à ce moment précis que le processus devient sacré, car il n'est plus seulement psychologique, il est spirituel. Et puis, quand l'esprit croit avoir déjoué tous les pièges, le plus subtil, le plus perfide de tous surgit. Tu ne seras pas offensé si je te dis la vérité, n'est-ce pas? C'est une question posée avec douceur, presque avec bienveillance, mais elle recèle un poison des plus raffinés. Elle s'accompagne d'une promesse d'honnêteté, mais ce n'est qu'une préparation au coup fatal, car bientôt viendra la phrase blessante, et si tu réagis, on te dira « mais tu avais promis de ne pas t'offenser ». Comment réagir à quelque chose qui fait mal lorsque la réaction elle-même a déjà été délégitimée au préalable? C'est la manipulation parfaite. Transformez votre sensibilité en faiblesse et votre défense en culpabilité. C'est dans ce terrain miné que l'âme sera mise à l'épreuve. Le cheminement qui commence ici ne concerne plus l'autre, mais votre capacité à rester vigilant face à une cruauté déguisée en franchise. Au comble de cette confrontation, l'humanité découvre que la vérité, lorsqu'elle est employée sans amour, n'est qu'une autre forme de mensonge. Et c'est là, précisément dans cet abîme, que la révélation suivante commence à se dessiner. Il y a des mots qui arrivent comme pour demander la permission, mais qui s'insinuent comme une intrusion. Tu ne seras pas offensé si je te dis la vérité, n'est-ce pas? Voilà la phrase qui annonce le coup avec un sourire. Elle porte en elle une promesse et une menace dans le même souffle. La promesse est celle de la sincérité. La menace, celle de désamorcer votre réaction. Le manipulateur sait qu'une fois que vous avez accepté le préambule, vous ne pouvez plus réagir sans paraître faible ou injuste. Il prépare le terrain pour vous blesser en toute impunité. Et lorsque l'offense survient, elle semble légitime, car vous avez vous-même signé le pacte verbal de votre capitulation. Carl Jung disait que le langage est un sortilège. Chaque mot est porteur d'une énergie qui agit avant même que la raison ne puisse la comprendre. Et cette énergie qui imprègne cette phrase est celle de la culpabilité anticipée. La personne ne cherche pas à partager la vérité. Elle cherche à se protéger de la responsabilité de la dire. C'est la rhétorique de la dissimulation, l'art de blesser sans reconnaître sa propre souffrance. Dans sa forme la plus sophistiquée, elle se présente comme une marque d'attention. Je ne veux pas te faire de mal, mais... Et ce « mais » est toujours le présage du coup fatal. Cette manipulation est ancestrale et quasi universelle. Dans les relations amoureuses, elle se manifeste lorsqu'une personne souhaite saper l'estime de soi de l'autre, sans paraître cruelle. Puis-je te dire quelque chose sans te vexer? Et voilà le commentaire qui sème le doute. Au travail, elle se présente sous forme de critique constructive, mais avec l'intention de rabaisser. Écoute, c'est juste une critique pour ton bien. Dans les cercles sociaux, elle prend des allures de commérage bienveillant. Je ne veux pas dire du mal de toi, mais tu dois le savoir. C'est le même schéma psychologique. Le masque de la vertu dissimulant l'attaque. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette forme de manipulation est si efficace? Parce qu'elle détourne le sens même du mot « vérité ». Dans une culture qui idolâtre la franchise, quiconque se prétend simplement honnête s'octroie le droit de blesser. La société a oublié que la vérité sans compassion est destructrice. Jung y voyait l'ombre de l'archétype du sage, le savoir utilisé comme une arme. Le même symbole qui libère, lorsqu'il est perverti, devient un instrument d'humiliation. Celui qui utilise la vérité pour se sentir supérieur n'est pas sage. Il est simplement quelqu'un qui craint de voir ses propres mensonges. Une femme racontait comment sa mère, avant de la critiquer, lui demandait toujours « Puis-je être honnête avec toi ?» Et elle, voulant paraître mature, répondait toujours oui. L'honnêteté était cinglante. « Tu ne seras jamais aussi belle que ta sœur. Ton père n'a de la patience avec toi que par pitié. Tu es nulle en tout. » La fille grandit en croyant que c'était de l'amour déguisé en dureté, jusqu'au jour où elle comprit que cet avertissement « Puis-je être honnête ?» n'était qu'un prétexte. La mère ne cherchait pas le lien, elle cherchait le pouvoir. Et le pouvoir le plus efficace est celui qui s'exerce sous couvert d'honnêteté. Jung expliquerait cette dynamique comme la fusion de deux complexes, le complexe du sauveur et le complexe du juge. La personne croit ouvrir les yeux de l'autre, alors qu'en réalité elle projette son propre mépris inconscient. Dire la vérité
devient un rituel d'affirmation de soi, et l'auditeur, croyant à la pureté de l'intention, accepte la souffrance comme nécessaire. Ainsi, le manipulateur et la victime dansent ensemble le drame de la culpabilité et de la rédemption. Mais, et si la vérité proférée avec venin était aussi une forme d'ombre qui cherche à émerger? Et si, au lieu de réagir, la réponse la plus sage était de voir ce qui se cache derrière la blessure? Voici le paradoxe spirituel. L'attaque, une fois comprise, peut devenir un miroir. La parole blessante révèle l'état psychique de celui qui la prononce, non de celui qui l'entend. Quand quelqu'un vous blesse au nom de la vérité, il révèle ses propres limites en matière d'amour. Et paradoxalement, il vous offre l'occasion de constater à quel point vous avez encore besoin de son approbation pour trouver la paix. La manipulation n'a de pouvoir que lorsqu'elle trouve un écho en nous. On raconte l'histoire curieuse d'un moine insulté sur une place publique par un homme en colère. Le moine garda le silence, se contentant d'observer. Lorsque l'agresseur eut fini, il demanda calmement « Si quelqu'un vous offre un cadeau et que vous le refusez, à qui appartient-il » L'homme répondit « À celui qui vous l'a offert. » Alors le moine sourit « Dans ce cas, je n'accepte pas le vôtre. » Cette histoire, que Jung aurait certainement appréciée, illustre le principe d'autonomie psychique. L'insulte ne devient réelle que si nous l'acceptons comme une vérité. Mais cette sérénité n'est pas donnée à tous. La plupart d'entre nous sommes encore blessés, nous réagissons encore. Et c'est dans cette réaction que l'ombre grandit. Quand quelqu'un dit « Ne le prenez pas mal, mais… » l'esprit se met déjà en alerte. Le corps se tend, le cœur s'emballe. C'est l'inconscient qui active l'instinct de protection. Mais en réagissant impulsivement, nous donnons à l'autre le pouvoir qu'il recherchait depuis le début, contrôler notre état émotionnel. Et la manipulation, une fois de plus, remplit son rôle. Pourquoi est-il si difficile de ne pas réagir? Parce que l'ego déteste paraître vulnérable. Il exige une justice immédiate. Il veut corriger, clarifier, gagner. Mais le silence conscient n'est pas une défaite, c'est la maîtrise. C'est la capacité d'observer le jeu sans y prendre part. Carl Jung affirmait que la conscience supérieure ne se défend pas, elle illumine. L'offense perd son pouvoir lorsqu'elle est exposée à la lumière de la compréhension. Il existe des données intéressantes concernant ce type de comportement. Des études psychologiques modernes indiquent que plus de 80% des communications agressives dans les relations interpersonnelles sont précédées de tentatives d'atténuation. Les fameuses phrases de protection. Le « avec tout le respect que je vous dois » avant une critique, le « sans vouloir vous offenser » avant une plaisanterie cruelle, le « ce n'est que mon avis » avant un jugement. Ces expressions sont des mécanismes inconscients de déni de responsabilité. La personne souhaite blesser, mais sans se reconnaître comme l'agresseur. L'inconscient, toujours en quête de cohérence, crée une illusion verbale d'innocence pour justifier l'explosion émotionnelle. Il est intéressant de constater que ces mêmes recherches montrent que ceux qui utilisent le plus souvent ces préambules sont les moins tolérants à la réciprocité. Autrement dit, ceux qui demandent « puis-je vous dire la vérité ?» tolèrent rarement qu'on leur dise la vérité. Cette hypocrisie psychologique est l'un des symptômes de la société moderne où chacun aspire à la sincérité, mais où rares sont ceux qui souhaitent se mettre à la place d'autrui. Et si la véritable liberté ne résidait pas dans la réponse, mais dans le fait de regarder l'intention cachée et de simplement la renvoyer à son origine. Une âme éveillée sait discerner. Elle perçoit quand une parole est née de l'amour ou de la vanité. Elle écoute le ton, non seulement le contenu. Et lorsqu'elle comprend que l'autre utilise la vérité comme une lame, elle se retire, non par peur, mais par sagesse. La meilleure réponse au poison est de ne pas devenir soi-même poison. Jung affirmait que toute relation humaine est un champ d'énergie symbolique où chaque mot est un acte créateur ou destructeur. Ainsi, le silence du sage n'est pas vain, il est alchimique. Il transforme le plomb de l'offense en or de la conscience. À chaque coup porté sans résistance, quelque chose se purifie. L'ego réclame justice, mais l'âme aspire à la paix. Il existe cependant un détail qui change tout. Le manipulateur peut être un reflet intérieur, et non une personne extérieure. Combien de fois vous demandez-vous, avant d'agir, « Et si je me trompais ?» ou « Et si je paraissais arrogant ?» Cette autocensure est le même mécanisme que la question manipulatrice. L'esprit crée un préambule avant de se faire du mal. Puis-je être honnête avec moi-même sans m'offenser? Et c'est alors que survient l'autocritique cruelle.
le jugement de soi déguisé en lucidité. L'ennemi se cache dans le miroir. Carl Jung nous a mis en garde contre le danger le plus grand qui survient lorsque l'archétype du critique intérieur domine la psyché. Il se fait passer pour la conscience, mais il est punition. Il se fait passer pour la raison, mais il est peur. Ainsi, l'individu devient prisonnier de sa propre voix intérieure, qui répète les mêmes phrases entendues autrefois à l'extérieur. La libération n'intervient que lorsque nous reconnaissons que cette voix n'est pas le soi, mais un fragment de l'ombre qui tente de garder le contrôle. Et si le véritable éveil consistait à apprendre à écouter les autres et soi-même, sans a priori offenser, et si une âme mûre est capable d'accueillir la vérité sans avertissement, pourquoi ne souffre-t-elle plus? Mais aussi pourquoi n'est-elle jamais blessée? D'aucuns affirment que le langage est la frontière entre l'humain et le divin. Jung, quant à lui, le considérait comme le portail symbolique entre le conscient et l'inconscient. Ainsi, chaque mot prononcé avec une intention pure est un rite de guérison. Chaque mot souillé par la manipulation est une régression vers l'inconscience. Savoir distinguer l'un de l'autre est le fondement de la véritable sagesse. Et c'est précisément lorsque l'humanité commence à comprendre le pouvoir caché du langage que le voile suivant se lève. Car derrière les mots et les questions, il y a quelque chose d'encore plus profond, le silence qui les précède. Et c'est dans ce silence que réside le mystère qu'aucun manipulateur ne peut atteindre. C'est là que mène désormais le voyage, là où le mot se dissout et où la conscience apprend à entendre l'indicible. Il existe un moment presque imperceptible où tout bascule. C'est lorsque, lassé des pièges verbaux, des masques de sincérité et des questions qui ne cherchent pas la vérité, vous commencez à percevoir le rythme caché qui sous-tend tout cela. À cet instant, quelque chose en vous s'éveille. Votre regard cesse de poursuivre les mots et se pose sur l'espace qui les sépare. La manipulation n'existe que lorsque la conscience est endormie. Lorsqu'elle s'éveille, le stratagème se dévoile. C'est sur ce seuil que l'âme apprend à marcher sur le fil ténu qui sépare la lucidité de la réaction. Carl Jung appelait cela le voyage de l'âme à travers son propre abîme. Le manipulateur se nourrit de vos doutes, de votre peur de paraître froid, de votre désir d'équité. Mais vient un moment où l'on n'a plus besoin de prouver sa bonté. La gentillesse sans discernement n'est que naïveté. Et la naïveté est la porte par laquelle l'ombre s'insinue avec un sourire. Quand quelqu'un tente de vous piéger sous couvert d'honnêteté, je ne veux pas vous offenser, mais... et que vous répondez calmement, si vous craignez de m'offenser, peut-être vaut-il mieux ne pas dire ce que vous vous apprêtez à dire. Quelque chose change. Le pouvoir revient au centre, et le charme est rompu. Le manipulateur, désormais démasqué, ressent le poids de ses propres intentions. Le masque tombe, non pas dans un cri, mais avec la sérénité de celui qui n'a plus peur. Mais cet équilibre n'est pas facile. Il exige une vigilance constante, presque spirituelle, car l'ennemi le plus insidieux est intérieur. Cette impulsion à toujours vouloir répondre, expliquer, convaincre. C'est l'écho du vieil ego qui cherche encore à être accepté. Combien de fois avez-vous réagi simplement pour éviter le malaise du silence? Combien de fois avez-vous tenté d'édulcorer votre vérité pour préserver l'harmonie? Le monde enseigne qu'il est noble de céder, mais il arrive que céder soit une trahison. Le silence, lorsqu'il est né de l'intégrité, est plus puissant que n'importe quelle parole. Et si le silence n'était pas une fuite, mais une présence, il existe une forme de calme qui n'est pas passivité, mais puissance contenue. C'est le regard qui perçoit l'intention cachée derrière les mots. C'est la pause qui rend le poids du verbe à celui qui l'a prononcé. Jung disait que le véritable sage ne lutte pas contre les ténèbres. Il les observe jusqu'à ce qu'elles se révèlent. Dans cet état, chaque parole blessante devient un miroir. L'âme éveillée perçoit l'insulte comme un symptôme de la souffrance d'autrui. Le manipulateur, en cherchant à blesser, se dévoile à nu dans sa propre vulnérabilité. Et alors, la colère perd son sens, car la compréhension a dissous le poison. Mais le chemin qui y mène est étroit, comme le disait souvent le rabbin Jung. Le monde entier est un pont étroit, et l'essentiel est de ne pas avoir peur. Cette phrase résonne profondément en nous. La peur est la gardienne de la traversée. Elle tente de nous empêcher d'avancer, mais elle est aussi le signe que nous approchons de la vérité. Ceux qui craignent la manipulation lui donnent encore du pouvoir. Ceux qui la surmontent n'ont plus besoin d'avoir peur. Ce n'est pas du courage aveugle, c'est de la lucidité. C'est comprendre que l'autre ne peut vous blesser que dans la mesure où vous le laissez définir votre valeur. Un jour, un disciple demanda à son maître « Comment me protéger des paroles cruelles ?»
Le maître répondit, « Apprends à les percevoir comme le vent. Le vent ne blesse que ce qui n'est pas enraciné. » Cette image est juste. L'ego déraciné est ébranlé par le moindre souffle de désapprobation. La conscience enracinée, elle, demeure inébranlable. Et comment s'enraciner? En connaissant son propre centre. Jung appelait ce centre le soi, la totalité qui observe sans s'identifier au drame. Quand on le trouve, le monde peut hurler, mais à l'intérieur règne le silence. Mais il y a un rebondissement inattendu. Et si le manipulateur qui vous hante le plus était celui qui vit en vous? Et si c'était votre propre voix intérieure, celle qui vous dit « Tu aurais dû mieux répondre, tu as été faible, tu devrais t'expliquer ?» C'est le piège ultime, le dialogue invisible entre l'ego et l'ombre. L'esprit crée un tribunal intérieur et se juge lui-même avec les mêmes questions qui l'ont blessé. Pourquoi es-tu si nerveux? Te crois-tu meilleur? Cache-t-on quelque chose? Désormais, ce ne sont plus des voix extérieures, mais des échos intérieurs. Le cycle est bouclé, et c'est là que l'éveil devient inévitable. L'inconscient, lorsqu'on ne l'écoute pas, répète ses leçons. Il vous place face aux mêmes personnes, aux mêmes situations, jusqu'à ce que vous appreniez à rester conscient. Lorsque vous comprenez enfin ce schéma, quelque chose se brise. Vous réalisez que vous n'êtes plus l'accusé, mais l'observateur. Et à cet instant, le pouvoir qui appartenait à l'autre vous revient. Le silence cesse d'être une défense et devient une conscience vivante. Mais est-il possible de vivre ainsi, en constante lucidité, dans un monde bruyant? La solution ne réside pas dans le retrait du monde, mais dans l'apprentissage de sa présence sans s'y dissoudre. Jung disait que le véritable travail spirituel consiste à maintenir la flamme allumée au cœur de la tempête. Cette flamme est votre centre, votre clarté, votre voix intérieure. On ne peut arrêter le vent, mais il est possible de protéger la flamme par son attention. La manipulation, une fois comprise, cesse d'être une menace et devient un entraînement. Chaque tentative de vous déstabiliser est une occasion de renforcer votre présence. Il existe une anecdote curieuse à propos d'un psychanalyste qui, après des années d'études, s'est rendu compte que les progrès les plus importants de ses patients ne survenaient pas lorsqu'ils parlaient beaucoup, mais lorsqu'ils parvenaient à supporter le silence entre les questions. Ce bref espace, où l'esprit aspire à répondre tandis que le cœur se contente de respirer, est le berceau de la vérité. Peut-être est-ce là le secret. Ne pas répondre immédiatement, laisser la conscience mûrir avant de parler. La pause est le champ où l'inconscient révèle ce que le moi tente de dissimuler. Et si le véritable pouvoir ne résidait pas dans la riposte, mais dans le fait de rester entier tandis que l'autre tente de vous diviser, la manipulation ne prospère que dans la précipitation. L'esprit pressé cherche à résoudre, à mettre fin au malaise. Mais l'âme patiente comprend que la sagesse réside dans l'attente. Le manipulateur exige une réaction. La personne sage offre sa présence. Lorsque vous apprenez à cultiver votre propre silence, le monde commence à révéler ses intentions. Ceux qui cherchaient à vous dominer s'éloignent, car ils ne trouvent plus d'ouverture. Ceux qui vous respectent se rapprochent, reconnaissant votre intégrité. La réalité répond à l'état intérieur. Il en a toujours été ainsi. Mais il y a un détail que presque personne ne remarque. Celui qui tente de vous manipuler est aussi, d'une certaine manière, votre miroir. Il vous montre où la peur persiste, où vous devez encore tenir bon. Sans vous en rendre compte, il devient une partie intégrante de votre apprentissage. C'est pourquoi le haïr est inutile. C'est comme se battre contre son propre reflet. La gratitude, aussi paradoxale qu'elle puisse paraître, est ce qui dissipe la dernière ombre. Lorsque vous parvenez même à être reconnaissant des manipulations, car elles vous ont appris à voir, c'est le signe que le cycle est terminé. Carl Jung croyait que toute conscience naît du conflit entre les contraires, lumière et ombre, vérité et mensonge, parole et silence. Il n'est pas nécessaire de détruire le manipulateur, mais simplement de l'intégrer. Il représente votre ancien mode de vie, celui qui exigeait contrôle et justification. Désormais, l'être nouveau n'a besoin d'aucune défense, car il réside déjà dans la clarté. Et la clarté est inviolable. Et si le monde entier n'est qu'un pont étroit, comme le disait le vieux maître, le secret n'est peut-être pas de courir jusqu'à l'autre rive, mais d'apprendre à marcher légèrement au-dessus du vide. La peur sera là, le vent aussi, mais chaque pas conscient transforme l'abîme en chemin. Ce qui était manipulation devient miroir, ce qui était piège devient leçon. L'âme éveillée comprend qu'il n'y a pas d'ennemi,
seulement des parts endormies qui aspirent à être vues. Le silence n'est plus l'absence de son, il est présence totale. Il n'élude pas les questions, il les observe simplement jusqu'à ce qu'elles se dissipent. Car la sagesse, en fin de compte, ne consiste pas à connaître les réponses à tout, mais à reconnaître les questions qui ne méritent pas de réponse. C'est à ce moment précis, lorsque l'esprit s'apaise et que le cœur comprend, que le voyage s'achève. Mais l'horizon palpite encore, et quelque chose, au-delà du silence, commence à appeler. Le voyage n'est pas terminé, il a simplement changé de direction. Quelque chose de nouveau approche, émergeant des profondeurs de la conscience. Non pas une question, mais une révélation. Et ce qui suivra ne sera plus seulement entendu, mais vécu. Il arrive un moment, après toute cette lutte, où le bruit s'estompe et où seul l'essentiel demeure. C'est l'instant où l'âme, épuisée de se défendre, réalise qu'elle n'a plus rien à prouver. Le monde peut continuer à interroger, à mettre à l'épreuve, à tenter de captiver votre attention par ses pièges déguisés en intérêt, mais en vous, quelque chose a changé. L'espace jadis occupé par le doute est désormais occupé par une présence silencieuse, ferme et lucide. Carl Jung disait que le processus d'individuation ne s'achève pas par la compréhension intellectuelle, mais par la réconciliation entre ce que nous sommes et ce que nous craignons d'être. Et c'est ce qui demeure après chaque voyage, une réunion. Les retrouvailles ne se font pas avec l'autre, mais avec soi-même, avec sa voix originelle, celle qui existait avant les questions, avant les opinions, avant le besoin de justifier son identité. Cette voix est sereine, mais inébranlable. Elle ne réagit pas, elle ne répond que lorsque c'est nécessaire, et elle le fait sans blesser. Elle n'a pas besoin de gagner, elle a seulement besoin de demeurer. La sagesse qui en découle n'est pas celle du savant, mais celle de l'être humain qui a appris à écouter non pas le tumulte du monde, mais son propre rythme intérieur, le souffle de la conscience. Et c'est là que tout devient concret. Car il ne suffit pas de comprendre les mécanismes de la manipulation. Il faut agir différemment. La transformation commence par de petits gestes, parfois imperceptibles. Lorsqu'une personne vous pose une question chargée d'intention, « Pourquoi êtes-vous si nerveux? Vous ne me faites pas confiance? Que cachez-vous? Pensez-vous être mieux loti? Puis-je être honnête sans vous offenser? » Respirez. Ne cédez pas à l'envie de répondre. La précipitation est le domaine du manipulateur. La pause est celui de la pleine conscience. Si votre esprit vous pousse à vous justifier, observez. Une simple observation suffit déjà à rompre le cycle. Concrètement, cela signifie choisir un silence actif. Un silence qui n'est pas une fuite, mais une prise de position. Il dit, sans avoir besoin de le dire, « Je sais ce que je fais, je sais ce que je ressens. Je n'ai pas besoin de votre permission pour exister. » Ce genre de silence a du poids. Il réorganise l'énergie du dialogue, démantèle le jeu invisible et renvoie chaque mot à son expéditeur. Il n'y a ni lutte, ni colère, seulement la clarté. Et la clarté met fin à toute manipulation. Mais le voyage ne s'achève pas dans le silence. Le silence n'est que le passage vers quelque chose de plus grand, la reconnexion à son propre centre. Jung décrivait le soi comme le point où la conscience individuelle s'unit au sens universel. C'est à ce point que la vie cesse d'être une succession de défenses et devient expression. Lorsque vous vivez à partir de ce centre, aucune question ne vous emprisonne, car vous n'avez plus besoin de répondre par peur. Tout ce qui vient de l'extérieur est filtré par la paix intérieure. Et si vivre à partir de ce centre était, en réalité, le véritable but de toute expérience humaine, réfléchissez-y. Peut-être que tous les pièges, les offenses et les provocations que vous avez subies jusqu'à présent n'étaient que des invitations déguisées à vous retrouver. Chaque manipulation était une leçon, chaque personne difficile, un miroir, chaque parole cruelle, une occasion de mieux vous connaître. Le monde extérieur n'existe pas pour vous punir, mais pour vous révéler. Lorsque la conscience comprend cela, même la douleur devient un guide. Il y a quelque chose de profondément libérateur à réaliser que personne n'a de pouvoir sur vous sans votre consentement. Ce n'est pas de la théorie, c'est une pratique quotidienne. C'est le moment où quelqu'un vous provoque et où vous choisissez de ne pas réagir. C'est l'instant où l'autre personne tente de vous faire porter le fardeau de la culpabilité et où vous décidez de ne pas en porter le poids. C'est le jour où vous comprenez que vous pouvez aimer sans vous renier, parler sans blesser et vous taire sans vous cacher. Voilà la véritable indépendance émotionnelle. Non pas la froideur de celui qui s'isole,
mais la sérénité de celui qui s'appartient. Mais est-il possible de vivre ainsi dans un monde si bruyant, si empli d'urgences et de conflits? Oui, c'est possible, à condition de faire de votre attention votre temple. Carl Jung disait que là où se trouve votre attention, là se trouve votre âme. Alors, prenez-en soin. Choisissez judicieusement où la placer. Ne répondez pas à tout. Ne vous défendez pas contre tout le monde. Toutes les critiques ne méritent pas une réponse. Pas plus que toutes les invitations ne méritent votre présence. Apprenez à distinguer ce qui relève de l'ombre de ce qui relève de la vérité. Cette distinction est le fondement de votre liberté. Parfois, appliquer cela au quotidien exigera du courage. Le courage de dire non calmement. Le courage de garder le silence face à la provocation. Le courage d'admettre que tout le monde ne vous comprendra pas et que c'est normal. Car la véritable évolution ne recherche pas l'approbation mais la constance. La constance est la forme la plus pure de la paix. Elle n'a pas besoin de témoins. Elle a simplement besoin d'être vécue. Certains disent que la vie est un champ de bataille, mais peut-être est-elle plutôt un miroir. Et dans ce miroir, l'ennemi que nous redoutons tant n'est que le reflet des parts de nous-mêmes qui ne se sont pas encore unies. Lorsque l'on s'accepte pleinement, avec ses lumières et ses ombres, ses erreurs et ses réussites, ses paroles et ses silences, le miroir se dissout. Alors, l'autre cesse d'être une menace et devient un compagnon de route. Même le manipulateur commence à être perçu avec compassion, car on reconnaît en lui la confusion qui fut jadis la nôtre. Et si c'était là le véritable sens de l'amour, celui que la conscience mature découvre, un amour qui n'a besoin ni de posséder, ni de corriger, ni de convaincre, un amour qui tout simplement comprend. C'est dans cet état que le silence se mue en enseignement. Il n'est plus défense, mais langage. Il communique équilibre, respect et sagesse. Il révèle au monde que la paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence du sens. Et lorsqu'on la pratique, elle se propage. Ceux qui nous entourent le perçoivent, même sans le comprendre rationnellement. L'atmosphère change, l'énergie change, le destin change. Le silence lucide est contagieux. En fin de compte, la sagesse ne réside pas dans l'absence de manipulation, mais dans la capacité à la reconnaître et à choisir une autre voie. La conscience n'empêche pas autrui d'agir, elle vous empêche de réagir inconsciemment. Chaque fois que vous percevez un piège et que vous y résistez, une part de votre âme retourne à la source. C'est ainsi que le pouvoir se restaure, non par la force, mais par l'attention. Et lorsque vous comprendrez que vous n'avez plus besoin de réagir, de vous justifier, ni de prouver quoi que ce soit, vous saurez que vous avez franchi le pont étroit dont parlait le vieux maître. La peur sera toujours présente, mais elle ne vous dominera plus. Des voix tenteront encore de vous égarer, mais elles ne vous troubleront plus, car désormais, en vous, il y a un centre, et ce centre est inébranlable. Carl Jung disait que tout chemin vers l'éveil commence par l'acceptation de sa propre part d'ombre. Et c'est précisément ce que ce chemin enseigne. Ne pas fuir, ne pas nier, ne pas se défendre, mais seulement observer et transformer. La sagesse, en fin de compte, est simplement cela. Un regard qui a appris à voir sans juger. Un cœur qui a appris à ressentir sans crainte. Si ce cheminement vous a touché, s'il vous a permis de percevoir la force du silence et de la présence, je vous invite à poursuivre, à intégrer cette conscience à votre quotidien, à chaque conversation, à chaque choix. Souvenez-vous, chaque fois que quelqu'un tente de vous détourner de votre centre, la force ne réside pas dans la réaction, mais dans le fait de rester. Si cette vidéo vous a apporté clarté, inspiration ou simplement un moment de paix, merci de la liker. Exprimez-vous en commentaire sur ce que vous avez ressenti, même anonymement, même en un seul mot. Partagez ce contenu avec celles et ceux qui ont besoin de se souvenir de leur propre force. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, car ensemble, dans le silence et la lucidité, nous pouvons transformer la communication mondiale, un éveil à la fois.